Bienvenue dans le processus talk. Je rentre en moonwalk. T'as lancé la cam, oh mec, t'as failli tomber dans l'eau là. Mais oui, j'ai lancé la cam. T'es sûr de toi? Tu mets un doute maintenant. Ouais, c'est bien noté, c'est bien lancé. On laisse comme ça. Hein. De quoi? Bah, c'est l'intro. Ok. Bienvenue à tous sur le processus talk. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Franchement, là, je suis désolé, mais je regarde les stats Spotify. Il n'y a personne qui regarde les vidéos, mais regardez-moi cette magnifique vue. Franchement, En vrai, c'est stylé. on se casse la tête à chaque fois à vous offrir un nouveau paysage, à aller dans un nouvel endroit, à prendre nos chaises, marcher, chercher sur Google Maps et tout. Donc on espère vraiment que le lieu vous plaira. Regarde la vidéo. En vrai, c'est trop bien parce que même moi, tu vois, on va pas forcément toujours loin de chez nous, mais moi, je découvre toujours des endroits. Et proche de chez nous. Oui, Ouais, c'est ça, on ouais. découvre des choses proches de chez nous. Donc- Après, il y a certains lieux où il y avait on va dire quelque chose de sentimental pour l'un ou pour l'autre. À des endroits où on était déjà allé. Ouais, c'est trop Mais cool. voilà, Là où on est aujourd'hui, c'est trop cool. Nathan, tu connaissais pas, je lui ai fait découvrir et du coup, bah. Bah, je pense que je connaissais, mais j'ai dû venir genre quand j'étais vraiment Tout petit. un Ouais, gamin. bah quoi. voilà. Et fais attention, il y a l'eau derrière toi. Nathan, il a peur de tomber. Ouais, mais tu sais, moi, je crains pas l'eau froide. Moi non plus. Ah ouais? Donc aujourd'hui. Fin du podcast et tu finis à l'eau. Non, tu finis le podcast solo toute ta vie. Aujourd'hui, dans le processus talk, on va vous parler d'un running gag selon Nathan, d'un marathon gag avec une de ses athlètes qui veut à tout prix qu'on parle des entorses de cheville. C'est pas une de mes athlètes, c'est une des adhérentes de Keep Up. De là où je travaille, ok. Et à chaque fois que je dis je vais filmer un podcast, elle me dit ça, tu vas faire un podcast sur les entorses. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'en fait, on va le faire ce podcast sur les entorses parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et En vrai, c'est un sujet intéressant. et des mythes à démonter. Hein. Ouais, c'est un sujet intéressant. On y va? Ok. Les entorses, donc j'ai dit entorse de cheville, mais en réalité, on va traiter les entorses de manière générale parce que c'est un mot sur quoi en fait? Bah voilà, Je sais pas alors, ce que ça veut dire. commençons Tu sais quoi? dans... On va commencer, je vais aller direct sur internet et je vais taper le mot entorse, la définition. Ok. Pourquoi les entorses de manière globale? Simplement parce que tu fais pas qu'une entorse de cheville, même si une entorse de cheville c'est je sais plus combien d'entorses de cheville qui sont recensées par an, je sais plus combien c'est de milliers, centaines de milliers d'euros que ça coûte par an. Mais bref, on parle beaucoup de la cheville, mais ça arrive aussi au genou, ça arrive à l'épaule, en fait ça arrive à toutes les articulations. Ok mec, notre vision de l'entorse est parfaitement décrite par internet. Pour nous, l'entorse, ça veut rien dire. Écoute bien la définition. Lésion douloureuse d'une articulation provenant d'une distension violente. En gros, t'as mal. Ok, bah en fait c'est bien parce que ça met en lumière que en fait l'entorse c'est juste un mot pour dire que ton articulation elle a été emmenée dans une amplitude importante Voilà. et que tu as mal et c'est tout. Mais, Voilà. Donc ça, c'est la définition, on va dire lambda. et c'est la vraie définition. Oui, c'est la vraie définition. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, d'un point de vue préparateur physique, qu'est-ce que ça veut dire que tu es allé dans une amplitude et tu t'es fait mal? Bah rien. Ça veut rien dire. Bah, ça veut surtout dire que tu maîtrises pas cette amplitude. Ah ouais, ok, ouais, bah bien, bah oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'au final, que tu aies une entorse de cheville, ça nous apporte aucune information. Non. Parce que si t'as pas déjà la zone douloureuse, bah ça t'apporte aucune information. On s'en doute. Généralement, Ouais, quand tu te tords la cheville là, comme ça là, Ouais, on sait souvent que en, c'est en inversion, en donc inversion de cheville, quand ton exactement. pied il part vers l'intérieur, bon, c'est quand même souvent les mêmes structures qui sont Voilà, donc atteintes. ça c'est une hypothèse, enfin, c'est quelque chose où on s'en doute, mais ça existe des entorses de cheville à l'inverse. Ouais, Ça existe aussi. et puis même si tu fais une entorse dans ce mécanisme-là, tu peux avoir Ouais. plein d'autres structures, des arrachements osseux, des trucs comme ça. Bon là, on est ciblé sur la cheville, c'est vrai. Mais en fait, le terme entorse ne désigne rien. Bah, Fin du podcast. non mais c'est vrai en fait, ça veut vraiment dire que... Enfin, C'est un running gag ça aussi. Hein. ouais, fin du podcast. C'est un Ciao C'est un sacré running gag. Non mais, en vrai de vrai, enfin, ça veut juste dire que tu as quelque chose de douloureux, enfin, une douleur qui est arrivée à cause d'une vitesse dans une fin d'amplitude, on va dire. Ouais. Généralement, c'est ça. Dans une fin d'amplitude, trop de contraintes, dégâts structurels. Bam. Voilà, exactement. Donc du coup, nous, c'est simple,
on va pas prendre l'entorse de cheville, on va prendre l'entorse de manière générale et on va vous exposer qu'est-ce que l'entorse signifie selon nous. Donc comme on l'a dit juste avant, l'entorse, en gros, vu que c'est dans une fin d'amplitude, au final, c'est juste déjà que tu ne maîtrises pas cette fin d'amplitude. Ou que tu n'es pas suffisamment fort ou que tu n'es pas suffisamment fort dans cette fin d'amplitude. Et même si tu es très fort dans une fin d'amplitude, quelle que soit l'articulation, ça veut potentiellement dire, on en revient au podcast précédent, que les contraintes que tu as appliquées sur l'articulation en question étaient trop élevées pour les capacités de ton articulation dans cette amplitude-là. Ouais. Voilà. Maintenant qu'on a posé qu'est-ce que c'est l'entorse, bah, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, quoi? En fait, avant de parler de nous, je pense parlons des gens qui se font des entorses. Oui. C'est que souvent, tu es rassuré quand tu vas chez le médecin et qu'il te dit ah, vous avez une entorse. Ah, tu te dis ah, une entorse, ah, c'est pas grave, c'est pas une fracture. Déjà, à choisir, je crois que je préfère avoir une fracture qu'une entorse. Bon, après, ça dépend de la fracture, on va pas se mentir. Si c'est une fracture avec des éclats, tout ça, mais si c'est une fracture assez propre, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est presque plus facile à… On est sadomaso en fait. Podcast précédent, blessez-vous, fracturez-vous quelque chose. Les sadomaso, quoi. Non, mais en tout cas, souvent, ouais, quand tu te blesses, tu es rassuré que dans ton diagnostic, on dise « Ah, bah, tu as fait une entorse de cheville ». Ouais, le problème, c'est que déjà, il y a plusieurs stades. Mais au-delà d'une entorse, on t'est rassuré qu'on te mette des mots sur ta douleur. Le problème, c'est que, tu as vu, on t'a lu la définition. La première qu'on trouve sur Google, parce que la vérité, c'est que c'est ce que tu vas faire. Tu vas lire la première définition du mot entorse que tu auras tapé sur Internet. Ouais. Donc, déjà, ça ne veut rien dire. Ça ne décrit absolument pas à quel point cette entorse est grave. Il y a différents stades. Je ne vais pas mentir, je ne me rappelle plus. Moi non plus, mais je crois qu'il y a 3 grades. C'est pas genre 3 ou 4. 4, c'est genre rupture. En réalité, ça aussi, on s'en fiche un petit peu dans un sens où si tu fais les choses intelligemment, tu prends en compte la douleur, l'angulation, l'intensité. Enfin, voilà, est-ce qu'on a… Allez voir le podcast avec Kevin, mais ouais. C'est intéressant de voir lui comment il pense et pour en revenir juste à quand tu vas chez le médecin ou tu vas voir un professionnel de la santé et en gros… Maintenant, on attend qu'ils nous disent ce que tu as. Ouais. En gros, maintenant, même il y a des médecins, je pense, qui ne prennent plus de risques. Tu as ça, ils ne savent même pas ce que la personne a. Tu as mal à l'extérieur du genou? Je pense qu'en ski, tu t'es fait une entorse à l'extérieur du genou. Ouais. Voilà. En gros, c'est une entorse de genou. Mais il faut savoir que d'un point de vue réhabilitation, d'un point de vue kinésithérapie, d'un point de vue douleur, en fait, au final, en réalité, on s'en fout de savoir précisément ce que tu as. Nous, ce qu'on veut, c'est cibler une zone douloureuse précise. Puis en fait, ou des tissus douloureux précis. En fait, la conséquence, elle est toujours la même. C'est que quand tu te blesses ou que tu as mal, ta fonction articulaire, elle est dégradée. Voilà. Donc, il y a, je pense, pas mal de personnes qui vont penser que c'est ultra réducteur de penser comme ça. Mais, ok, peut-être. Enfin, si tu veux. Mais dans les faits, ça se passe comme ça. Et dans les faits, en travaillant sur la fonction articulaire, il se trouve que ça marche. Ça marche. Moi, perso, j'en suis la preuve. Enfin, tu vois, je l'ai fait sur moi avec les croisés et ma fracture au coude. Et puis après, je l'ai même fait sur d'autres personnes que j'ai, d'autres athlètes que j'accompagne. Dans les faits, c'est aussi simple que ça. Hein. Oui, mais vraiment, dans les faits, c'est ce que j'ai dit juste avant. En fait, on s'en fout. Enfin, moi, personnellement, sauf si je vois que j'ai pas les compétences pour accompagner la personne, que ça traîne depuis un moment, qu'elle n'a pas été vraiment suivie correctement précédemment, et à ce moment-là, je prends mes précautions et pourquoi pas, je réoriente vers le spécialiste du genou qui connaît toutes les pathos, qui a eu plein d'expériences avec plein de personnes. Mais si la personne dit j'ai eu une entorse ou j'ai eu une tendinopathie ou en gros j'ai mal ici et je me suis jamais fait traiter sérieusement ou que je n'ai jamais fait les choses sérieusement pour ne plus avoir mal, à ce moment-là, allez, on commence l'aventure ensemble, on voit où ça nous mène. Si tout ce qu'on met en place, ça fonctionne, tant mieux, et au final, ça prouve qu'on s'en fout un petit peu de savoir précisément ce que tu as. Et si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, je peux réorienter vers quelqu'un que j'estime potentiellement être plus compétent que moi. Ouais. Je prends mon exemple, parce que practice what you preach, et au bout d'un moment, il faut montrer aussi sur nous. Tu peux le refaire avec un accent un peu anglais quand même.
Practice what you preach. Parce que là, practice what you preach. Ouais, je suis un peu anglais, moi. Faut que j'apprenne l'anglais. T'es anglais, c'est ça? C'est quoi anglais? Je sais pas. Mais enfin bref, si on prend l'exemple sur moi, j'ai mal au genou. Ok, j'ai mal. De toute façon, on va faire une vidéo ensemble que vous allez voir sur ma chaîne YouTube. J'ai mal au genou ici. Super. En réalité, est-ce qu'on Sur la partie externe, pour ceux qui écoutent. pour ceux qui ne voient pas, j'ai mal à l'extérieur du genou, à l'avant du genou et plutôt au-dessus de la rotule. Voilà. En général, on sait que le syndrome fémoro-patellaire, c'est autour de la rotule et ça peut intervenir dans la croissance et aussi ça peut intervenir quand t'as mal quand tu es longtemps assis. C'est exactement ce que j'ai. D'accord? Et c'est une répétition de choc qui au bout d'un moment te limite. Enfin bref. Il y a quelqu'un qui m'appelle, c'est relou. C'est pour ça que je ne suis pas concentré dessus. Mais en gros, on pouvait se dire, ok, il a un syndrome fémoro-patellaire. Mais en réalité, qu'est-ce que ça nous apporte réellement de dire que j'ai le syndrome fémoro-patellaire? Rien. L'anamnèse de prendre en compte que j'ai eu un volume trop important comparé à mes capacités, que c'est arrivé suite à une course, que je n'avais jamais eu cette douleur avant, que ça me fait mal au bout d'un certain temps, que j'ai augmenté mon volume d'entraînement de manière trop rapide. Ça, en réalité, c'est des pistes qui sont super importantes. Ouais, plus que le nom de la pathologie ou de ta douleur. Donc tout ça pour dire qu'au final, mettre un nom sur des douleurs, ça peut être intéressant dans certains cas. Mais moi personnellement, en fonction de la gravité de la douleur ou des petites gênes, des petites douleurs, moi je vois pas l'intérêt. C'est comme les personnes qui viennent te voir et qui te disent j'ai mal à l'épaule sur ce muscle-là. Oui, mais en réalité, si tu étudies l'anatomie humaine, tout est un flow. Comme dirait le docteur André Ospina, c'est un bioflow, tout est interrelié, tout est lié. Pourquoi on traiterait spécifiquement ce muscle-là alors qu'en réalité, on sait très bien que si tu agis sur ce muscle ou cette fonction, bah, tu vas agir sur plein de muscles, plein de tissus, plein de tissus conjonctifs, plein de fascia. Enfin, au bout d'un moment, on ne peut pas cibler, quoi. C'est un système tellement complexe et tout est interconnecté que tu ne peux pas cibler quelque chose précisément. Bah, en fait c'est que on a la en fait, mais en vrai, tu sais qu'il y a la même chose dans le bodybuilding. Mais quand les mecs qui viennent te dire ouais là je travaille sur la portion longue de mon triceps et là la portion courte et tout, bah la vérité, c'est que tu ne peux pas l'isoler autant qu'on te le fait croire par les bodybuilders, les gens de ce milieu-là. C'est que tu vas pouvoir mettre un peu plus l'accent sur tel ou tel chef musculaire, ou pour moi, ce n'est pas chef musculaire, c'est plus portion. Tu peux plus mettre… Ligne de tissu. Ouais, exactement. Mais dire que tu vas isoler un chef, parce que tu as l'impression que, tu sais, quand tu fais par exemple du biceps curl avec… incliné en gros, et ben on va te dire oh bah là tu travailles la portion longue, bah en fait ta portion courte elle travaille aussi. Mais voilà, c'est juste que tu travailles différentes lignes de tissu. Si tu regardes où est le pic de force, de tension mécanique, et bah il n'est pas au même endroit que si tu faisais un biceps curl pupitre par exemple. Voilà, en fait c'est juste ça qu'il faut comprendre, c'est de la biomécanique pure et dure. Ouais, c'est ça, et encore une fois, ça peut paraître réducteur de penser uniquement en biomécanique, mais ça marche. Ça marche parce qu'au final, si tu t'entraînes qu'en curl pupitre, tu seras très fort en curl pupitre, mais le jour où je te mets en curl incliné, potentiellement tu ne seras pas très fort. Tu seras peut-être plus fort qu'avant. Tu seras peut-être plus fort qu'avant, mais tu ne seras pas aussi fort que. Ça c'est clair. Et donc dans le cadre de l'entorse, de la réhab, tout ça, on ne peut pas cibler précisément un tissu. Par contre, on peut cibler des lignes plus ou moins profondes ou superficielles de tissu. Typiquement, avec tout ce travail de fonction primaire et secondaire des articulations, bah on sait que si tu emmènes ton articulation en fin d'amplitude dans une fonction primaire, eh ben, tu vas venir stresser les tissus les plus profonds. Voilà. N'oublions pas à qui on parle, à nos fidèles auditeurs. On va vous faire un petit récapitulatif des tissus profonds pour que ce soit un peu plus clair pour eux. Donc dans un premier temps, tu as l'os. Tu as l'os. Ensuite, entre deux os, tu as une capsule. Voilà, une capsule où
Des fois, il y a les ligaments qui viennent avant la capsule. Des fois, tu as la capsule qui vient avant les ligaments. Ça dépend des articulations. En tout cas, dans tous les cas, ces ligaments, ils sont connectés à la capsule. Exactement. C'est vraiment… c'est la continuité du tissu. Voilà, exactement. C'est la même chose en fait, on pourrait dire. C'est juste qu'on a mis un mot ligament et un mot capsule, alors qu'en réalité, ils s'insèrent au même endroit et ils sont vraiment… ils fondent l'un sur l'autre. Ça ne s'insère pas, pas forcément au même endroit. Mais en tout cas ouais, c'est ça. C'est qu'il y a un moment où ils sont connectés. Voilà. C'est un continuum. C'est un continuum, vraiment. Ensuite, on a les fascias qui peuvent intervenir. Ouais. Les fascias profonds. Et ensuite, deep fascia. Et ensuite, on a les tissus superficiels, tout ce qui est tendons, muscles, ouais. fascia profond, fascia superficielle. Même dans ces tissus superficiels, il y a une profondeur. Tu as des muscles qui sont plus profonds que d'autres. Voilà, dans les fascias aussi d'ailleurs. Mais voilà, exactement. Mais c'est bien d'avoir fait ce rappel structurel. C'est que du coup, tu comprends déjà que tout est dans la continuité des uns des autres tissus. En gros, tu ne peux pas isoler précisément. Tu peux isoler, on va dire, une zone. Une couche, une zone, une ligne de tissu. Mais dire que, tu vois, je reprends l'exemple du biceps curl. Tu peux travailler un seul chef du biceps. Non, ça c'est faux. C'est faux. En gros, ce qu'il faut vous dire, c'est que là, on est rentré un peu dans les détails. Mais pour faire très simple, très simple, tu vas pouvoir mettre l'accent plutôt sur une structure profonde ou non profonde ou une structure plutôt qu'une autre, mais dans tous les cas, les structures adjacentes vont travailler. Ouais. On peut le dire, ça c'est réel. Ouais. Dans un sens, tu travailles sur la capsule articulaire du genou, dans tous les cas, tu travailles aussi un minimum sur les tissus superficiels. Alors certes, tu mets ton accent sur la capsule, mais… je dirais même que c'est par le biais des tissus superficiels que tu peux accéder à tu vas travailler sur les tissus profonds. Ouais, totalement. Parce que la contraction musculaire crée de la tension et cette tension, elle est répartie dans tout le reste. Ouais. Donc, le fait de te mettre sur une fin d'amplitude, par exemple en rotation, va orienter un peu plus la contrainte sur des tissus profonds. Donc, si tu l'as compris, sur la capsule et les ligaments. Et donc pourquoi ça c'est intéressant dans le cadre de l'entorse? C'est que généralement quand tu te fais une entorse, la plupart du temps tu as une atteinte ligamentaire. Voilà. T'as une atteinte, donc des tissus profonds. Tu as une atteinte profonde, exactement. Donc on peut adapter le tissu, pas de manière précise, dire là je travaille tel ligament, c'est pas possible. Par contre dire que je travaille sur les tissus profonds, ça marche. Et donc en faisant ça, on restaure notre fonction articulaire. Et derrière, qu'est-ce qu'on regarde? C'est que les symptômes de la douleur, ils s'améliorent. Tu as moins mal, tu bouges mieux. Et si c'est bien fait, tu es même plus fort, plus résilient. Donc, tu as tout gagné. Ouais. Et en fait, le problème de l'entorse, c'est que c'est un terme fourre-tout. Et en fait… Comme tendinopathie d'ailleurs. Et en fait, ça veut rien dire parce que on ne sait pas quelle structure est abîmée. Typiquement, moi, je me suis fait une entorse du genou. Et alors? Mais la vérité, c'est que sur une entorse du genou, tu peux te faire que le ligament interne, tu peux te faire que le ligament croisé, tu peux te faire 2 structures, 3 structures. Donc moi, on m'a dit, tu as une entorse du genou, mais ça voulait rien dire. Donc derrière, faire l'imagerie, ça te permet d'avoir un diagnostic précis et qui moi, du coup, m'a appris que je m'étais fait le ligament interne, le ligament croisé, plus le ménisque externe. Ouais, là, je suis d'accord avec toi, mais l'imagerie peut être intéressante, mais imaginons ton imagerie, elle est dans 3 mois, déjà tu vas pas attendre d'avoir ton imagerie pour commencer à travailler sur ton genou. Mais du coup, la base des bases, le truc simple, et on en revient au départ qu'on s'en fout de savoir si c'est une entorse ou un syndrome fémoro-patellaire, en fait on s'en fout un petit peu, c'est vraiment trouver une zone. Mais vraiment, en fait, le secret c'est de trouver cette zone douloureuse. Parce que si tu as une entorse au niveau du genou, on va te conseiller de t'immobiliser dans un premier temps, comme toutes les… Dès que tu as mal, on te dit de t'immobiliser, mais comme on l'a dit dans un podcast précédent, bouge. On peut pas te dire autrement. Je crois qu'on l'avait dit encore une fois de plus. Ouais, alors bouge. Là, c'est bon. Et du coup, de trouver cette zone douloureuse, ça va juste te permettre de dire, ok, toute cette partie-là, je peux bouger. Cette partie-là est douloureuse, il va falloir que j'y aille de manière intelligente
et que je fasse du travail dans cette zone douloureuse pour que progressivement la zone non douloureuse, la zone 16, grappille cette zone douloureuse. Ouais, c'est ça, que ta zone non douloureuse s'étende et qu'elle prenne le dessus sur la zone douloureuse. Voilà, donc en gros, quand tu as une zone douloureuse, bah, tu vas cibler du coup des tissus de cette zone douloureuse. Et du coup, dans ces tissus, on va en revenir à la même chose. Tu vas pouvoir cibler les tissus profonds, les tissus mi-profonds, les fascias, les ligaments, les capsules, les tendons, les muscles et les tissus superficiels du coup au final. Donc, tu cibles les tissus de la zone, les lignes de tissus, comme tu disais sur le bodybuilding en fait. C'est des concepts qui sont transversals. Pas transversaux, Transversaux, ouais. En fait, le fait de faire une imagerie peut déjà simplement t'aiguiller sur la profondeur de la blessure. Voilà, donc à terme, si au bout de 3 mois, tu arrives à avoir ton imagerie, fais-la. On ne te dit pas de ne pas la faire, fais-la. D'ailleurs, petite astuce. Tu sais que si vraiment ta santé c'est important pour toi, et en vrai ça devrait l'être pour tout le monde, je pense que tu as plus vite fait de prendre, et que par exemple tu es comme nous, à la campagne c'est paumé, tu vois. Tu es proche d'un désert, proche du désert médical. Honnêtement, tu as plus vite fait de booker un rendez-vous à Paris, de prendre un TGV et d'aller faire ton IRM et de revenir, parce que ça, tu l'as en 2 semaines max, plutôt que d'attendre 3 mois chez nous. Voilà, c'est juste une petite astuce. J'y avais jamais pensé. Bah voilà, je te le dis. Après, je te le dis, moi je l'ai fait. Ah ouais? Bah pour un arthroscanner, mais ça marche pareil. Ok. Le reste. Bon, intéressant. Petit tips de Nat. Mais parce que je devais aller en région parisienne aussi, mais j'ai eu un rendez-vous beaucoup plus rapidement. Bref. Non, en gros, tout ça pour en du- revenir à dire qu'on ne dit pas de ne pas faire de l'imagerie. Faites-le si vous arrivez à avoir une place pour l'imagerie. Pourquoi? Parce que Nathan, comme il allait vous le dire, Ça te permet déjà de savoir si on doit orienter notre travail plus ou moins profond sur les tissus. Et puis même, je dirais, ok, eh ben, tu sais que ton ligament interne du genou, il va être stressé sur de la rotation externe du tibia. Donc si tu sais que tu l'as atteint lui, eh ben, ça peut être intéressant de le savoir. Et du coup, ben, tu sais que derrière, tu vas travailler pas mal autour de cette rotation externe. Ça ne veut pas dire que tu vas faire que ça, mais ça veut dire que tu sais quelle fonction articulaire, puisque si tu as bien suivi, on a dit que la fonction était prioritaire sur le nom de la pathologie ou de la blessure que tu as. Et ben, en fait, c'est ça qui est le plus important. C'est que derrière, on peut mieux travailler. Mais est-ce que c'est essentiel? Non, je pense pas forcément. Ça peut nous aider à optimiser notre performance en tant que coach, que préparateur physique. sachant que, comme on l'a dit au départ, même si tu as donc le cheminement de Nathan est intelligent, mais si tu as une rupture du ligament interne, tu vas jamais pouvoir cibler que ce ligament interne. Tu vas juste avoir plus d'informations qui vont te permettre de sélectionner un peu plus les exercices ou le traitement que tu vas faire pour ne plus avoir mal. Ouais, c'est ça. Donc voilà au niveau des entorses, juste quand tu as mal, comment tu fais pour délimiter cette zone douloureuse? Tu crois comment tu délimites ta zone douloureuse? Bah ouais. Bah, rotation articulaire contrôlée. Ouais, mais est-ce que tu fais pas un testing avec nous? Dans lequel on fait des rotations articulaires contrôlées. Testing articulaire, réserve ta place sur Insta, peu importe, n'importe où, envoie-nous un message si tu es plutôt vers Nathan ou que tu as plus d'affinité avec Nathan. J'ai formé Nathan. Non, je déconne. On a fait le testing ensemble, donc va voir Nathan si tu as plus d'affinité ou tu es plutôt dans ma région. Viens me voir moi. Ce sera avec plaisir qu'on t'accompagnera, sachant que c'est du travail de... On a mis combien de temps? 1 semaine et demie honnêtement. Honnêtement, je sais pas, mais même en total, termes d'heures. Ouais, en termes de branlette intellectuelle, pour le coup, là, c'est allé vraiment loin. Non, mais après, c'est des choses pertinentes. Mais on a beaucoup taffé là-dessus, justement pour qu'on puisse aider des personnes avec des douleurs ou non, mais en tout cas des athlètes à être plus performants. Toi, tu es plus spécialisé dans les sports outdoor. Dans les sports on le répète à chaque fois, ok, mais ça, c'est s'il y a des nouveaux qui viennent sur le processus talk. Mais en tout cas, voilà. Bah, en tout cas, réservez votre place de testing. Mais du coup, si on veut dire, te donner toi des pistes, tu peux faire des rotations articulaires contrôlées. Au-delà des rotations articulaires contrôlées, dans le mouvement de manière globale, tu dois forcément trouver des mouvements qui te font mal. Essaye de les repérer, de les noter quelque part sur une feuille, sur une note, sur un tel. Bref, trouve quelque chose qui te convient, mais note ces zones douloureuses sans forcément faire le mouvement de rotation articulaire contrôlée. Sur le mouvement de rotation articulaire contrôlée, tu vas faire quelque chose de global et donc tu vas vraiment trouver une zone spécifique qui est douloureuse. Mais
quand tu bouges, si tu vas à la salle ou dans la vie de tous les jours, tu fais un mouvement qui est douloureux. Ah, j'ai fait ce mouvement-là. J'avais mon épaule, ma cheville, mon genou dans cette amplitude-là. Ça a été douloureux à cet endroit-là. Et bah ça, c'est une information qui est super importante pour toi. Et si tu te fais suivre, c'est super important pour le préparateur physique, pour le kiné, pour l'ostéo, ton thérapeute qui va t'accompagner dans ta réhabilitation. Et je te souhaite qu'il le fasse de manière intelligente. Bah ouais, parce que c'est des infos, en fait, on dirait pas, mais c'est des infos qui sont super importantes parce que, en fait, ça traduit ce que ton corps il a envie de dire. Ouais, c'est le seul moyen qu'il a de discuter avec toi. Hein. Ouais, la douleur, hein, c'est le seul moyen qu'il a envie de discuter avec toi. Ouais, c'est ça. Bien dit. Ok. Ensuite, sur les entorses, tu peux quand même avoir comment dire, du travail spécifique en fonction de l'entorse que tu as. Mais enfin, ça revient un peu à ce qu'on vient de dire. Mais tu vois, typiquement, je pense à l'épaule. L'épaule, tu te fais par exemple une luxation, subluxation, ce que tu veux. Donc, subluxation, c'est quand ton épaule sort de l'articulation et qu'elle rentre. Et luxation, c'est quand elle sort et elle ne rentre pas. Donc, soit ça, après, tu peux la remettre en place, soit avec de la manipulation, ou dans le pire des cas, par une chirurgie. Mais quelque part, ça reste un phénomène d'entorse parce que tu viens sur une fin d'amplitude et tu viens abîmer des structures profondes puisque tu es sur une fin d'amplitude. En fait, au final, regarde la définition. Enfin, si on prend subluxation, luxation, entorse, c'est un peu tout pareil. Bah ouais, le truc, c'est qu'en gros, tes tissus, ils sont allés trop loin pour leur capacité. Voilà. Ouais, exactement. C'est des lésions à cause d'une amplitude trop élevée. Vas-y, continue, désolé. Et donc, si par exemple, tu as ton épaule qui sort parce que tu prends un choc derrière et du coup, elle sort vers l'avant, tu sais que tu vas avoir abîmé plutôt les tissus antérieurs d'une certaine façon et les tissus postérieurs d'une certaine façon. Et idem dans l'autre sens. Et donc, en fait, concrètement, ça se traduit par quoi? Par une fonction de l'épaule qui est mauvaise et qui est douloureuse. Et donc, qu'est-ce qu'on fait nous? On travaille dessus, on travaille autour de la douleur, on restaure la fonction et en restaurant la fonction, on se rend compte qu'on améliore la structure de tes tissus abîmés et derrière, tu deviens plus fort, plus résilient et tu as des articulations qui sont fonctionnelles, qui fonctionnent en tout cas pour ce que tu veux faire si derrière tu as fait le taf nécessaire. Après, est-ce qu'on a besoin… Mais ça prend du temps. Ouais, c'est ça. Du temps. Il faut juste avoir le courage de prendre ce temps et d'avoir conscience du temps que ça prend. Et soyons honnêtes, si tu te fais une entorse et que tu as 20 ans et tu te fais une entorse et que tu as 50 ans, il y a de grandes chances que la durée sur laquelle tu vas avoir besoin de travailler soit pas la même. Ouais. Alors, parce qu'il y a le facteur âge, mais n'oublions pas non plus les facteurs hygiène de vie, nutrition, hydratation, sommeil, et puis à quel point tu as pratiqué de l'activité physique toute ta vie. Mais c'est ça, mets les chances de ton côté et l'entorse n'est pas si grave que ça parce que c'est un terme qui en vrai, j'ai l'impression que c'est soit un terme qui est pris à la légère. Ouais, qui conforte en gros, ça va, j'ai une entorse. Ou au contraire, soit c'est un terme oh putain, fais chier, j'ai une en mode c'est la fin du monde. De toute façon, on a déjà tous vu une personne qui a une entorse, genre qui pose à moitié le pied par terre et ça va pas très bien, et une autre personne qui est déjà avec une attelle et tout, qui bouge plus parce qu'il a putain de mal, genre. Ouais. Tu vois, et pourtant les deux te disent j'ai une entorse. Ah bon? T'es sûr? Ouais, parce qu'on réagit pas tous pareil, parce que la gravité est peut-être pas forcément la même, parce que les structures touchées sont pas les mêmes, mais ça se traduit encore une fois toujours par la même chose, c'est une fonction articulaire dégradée et nous on restaure cette fonction et on se rend compte que derrière tu as moins mal et tes tissus ils récupèrent mieux. Petit partage d'expérience d'ailleurs sur un testing articulaire avec un trailer, big entorse de cheville, enfin de ce qu'on lui avait décelé, big entorse de cheville, la cheville toute bleue, ne peut plus quasiment bouger, d'accord. Je lui fais le testing quand même sur la cheville douloureuse, avec l'amplitude avec laquelle il avait accès, c'est-à-dire quasiment rien du tout. Mais dites-vous que ça faisait 2 jours qu'il s'était fait l'entorse. 2 ou 3 jours. Il me disait j'ai super mal. Je lui ai dit Yann, on va y aller, on va essayer d'aller progressivement, d'accord? Et il a quand même bougé sa cheville. C'est-à-dire que même avec un gros traumatisme,
eh ben, on a réussi à bouger sa cheville dans l'espace. Il avait des endroits qui étaient très douloureux, d'autres où il pouvait bouger sans douleur, où il avait l'appréhension, mais où il pouvait bouger sans douleur. Donc encore une fois, quand tu as mal quelque part, tu as pas mal de partout. Il y a vraiment des endroits où tu peux bouger. Deuxième partage d'expérience, toujours avec cette même personne, je lui teste la cheville non lésée. Ouais. Ok. Tu te rends compte que, donc je lui fais faire un mouvement circulaire de la cheville, et tu te rends compte que y a des endroits où il a aucun contrôle moteur, c'est-à-dire où il ne produit aucune force, sa cheville saute, mais quand je dis saute, c'est vraiment, genre... ça passe d'une position à une autre position en un seul mouvement. Et c'est pas fluide, c'est Et saccadé. c'est pas fluide alors que tu devrais avoir du contrôle dans toute la zone. Et cette cheville qui saute, donc la cheville droite et la cheville gauche qui était lésée, et ben c'est là, donc cette zone où il a le saut, où il ne maîtrise pas, c'est exactement la zone lésée sur la cheville opposée. Donc tu vois, ça confirme, même si je ne l'avais pas testé avant qu'il se fasse mal, ça confirme de ah, bah tu vois, tu t'es fait mal dans cette amplitude, mais si on teste l'autre cheville, ton autre cheville est faible. Donc déjà, pour aller mieux sur ta cheville où tu es lésé, bah, travaille autour de la douleur et grappille progressivement cette douleur. Mais n'attends pas d'avoir une entorse ou une douleur sur l'autre cheville pour travailler sur l'autre cheville. Mets déjà les armes de ton côté parce qu'on a vu que cette zone-là est potentiellement à risque de blessure, peu importe que ce soit cheville, que ce soit entorse ou on s'en fout en fait. Ta cheville est à risque, mets du travail directement dessus pour éviter de te faire mal. Donc voilà, sur le testing en fait, c'est que en général, quand tu t'es fait mal, même si tu t'étais jamais fait tester avant ou tu t'étais jamais rendu compte d'un manque de force, de contrôle moteur dans une fin d'amplitude, si tu t'es fait mal, c'est logiquement que tu avais un manque de force dans cette fin d'amplitude. Voilà, sur le petit partage d'expérience, de voir qu'au final, la cheville qui était saine avait les mêmes déficits que la cheville qui était lésée, et donc la cheville lésée, il s'est fait mal exactement à l'endroit où il était faible. Et d'ailleurs, quand tu dis travailler autour de la douleur, c'est important de préciser qu'on travaille autour de la douleur avec cette intention de vouloir restaurer la fonction. Ouais. Et l'objectif ultime derrière ça, c'est que oui, tu as une cheville fonctionnelle qui soit plus douloureuse, qui soit forte, mais c'est que l'amplitude d'entorse devienne en fait une amplitude normale. Une amplitude forte en fait, une amplitude que forte. En fait, c'est de reculer Plus jamais faible. cette amplitude. c'est de reculer cette amplitude où tu pourrais te faire une entorse pour que tu deviennes un athlète at summit. C'est vrai en plus. Le summit, c'est quand t'as plus mal. Donc on va repousser ses limites. Dernier petit point. On en parle des gens qui réitèrent et réitèrent et réitèrent des entorses exactement au même endroit. Genre, il n'y a pas un truc qui cloche. Ah, il y a un truc qui cloche, toi, tu trouves? Bah, je sais pas, tu te fais mal une fois, pourquoi pas 10 fois? Bon, bah, nickel alors. Où veux-tu en venir? Où je veux en venir, c'est que si tu as une entorse une fois, déjà, fais le travail pour que ça aille mieux. Tu as une entorse 2 fois, du même côté, dans la même zone, ça veut forcément dire quelque chose au bout d'un moment. Tu as une entorse 3 fois, 4 fois. Moi, j'ai des gens, ils viennent me voir, oh, bah, l'anamnèse, oh, t'as eu mal où? Oh, bah, j'ai fait 15-20 entorses de cheville. Ouais. Ouais, moi, et il serait peut-être temps de te renforcer les chevilles. Ouais, moi, je connais des gens qui se sont fait. En fait, qui se font des entorses comme ça dans la vie de tous les jours. Et en fait, bah, ces gens-là, quand tu les testes, bah, ils ont pas de force. Bah voilà. Et pas de contrôle moteur. Sauf que ça devient une normalité d'avoir fait 10-15 entorses. Ouais. Et c'est pas normal. Ah bah non. C'est loin d'être normal. Donc, message à tous ceux qui se sont fait des entorses vraiment régulièrement et plusieurs fois à la même articulation dans la même zone, bah, soignez-vous ou renforcez-vous tout simplement. Travaille sur ton articulation sur laquelle tu as récidivé plusieurs entorses. Et fais en sorte que ton articulation soit forte, solide dans les fins d'amplitude, et va voir Nathan pour qu'il te traite. Ah, j'allais dire, et pour faire ça, venez nous voir. Ouais, moi, j'ai encore des places en ligne. Donc. Il n'y a pas de secret. Pour moi, si tu récidives, c'est que tu fais quelque chose mal. Donc fais-toi suivre par un préparateur physique compétent. Donc, Gianni ou moi, je pense que, en toute humilité, on n'est pas compétent dans tout, mais je pense qu'on peut être compétent. En fait, c'est simple. On peut être compétent sur ça. Et attends, un petit instant promo quand même. Non mais attends, en fait c'est simple, juste tu te fais des entorses ou tu te fais mal en salle de muscu, tu vas voir Nathan.
Tu vas faire du vélo, courir, faire du ski de rando, tu as une douleur récurrente, viens me voir. Il n'y a rien de plus simple. Voilà, toi tu es orienté athlète d'endurance, moi je suis orienté athlète. Moi mon but c'est de lever les restrictions articulaires qui t'empêchent de performer. Et ces restrictions articulaires, c'est souvent de la mobilité, du manque de force, des douleurs, etc. Petit instant promo du coup. Petit instant promo, donc je le disais, il me reste des places de coaching en ligne. Il m'en reste, en fait, pour être précis, il m'en reste une. Et j'ai encore quelques créneaux pour avoir des clients en coaching présentiel sur Genève. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, un petit DM sur Insta, tout est dans la bio comme d'hab. Et puis pour moi, là, la saison hivernale se finit, donc j'ai quelques athlètes qui vont plus avoir besoin de moi, on va dire, avec les objectifs d'hiver. Du coup, j'ai des places qui se libèrent en coaching, surtout sur de la programmation pour l'été, tout ce qui est course à pied, vélo et principalement trail. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et aussi, peu importe que tu aies des douleurs, que tu veux améliorer ton travail articulaire en préparation physique au service de ton sport d'endurance, j'ai des places de testing articulaire. Contacte-moi, je te dirai les créneaux dans lesquels je fais les testings articulaires et si jamais on trouvera forcément un terrain d'entente en fonction de toi, tes horaires de travail et les horaires auxquels tu es disponible et moi au moment auquel je fais mes testings. Donc n'hésite pas à me contacter, Insta, message, mail du processus talk, mon mail perso, bref, si tu veux un testing, c'est avec grand plaisir et on trouvera un moyen de le faire. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié aussi de plug le testing. Mais... Ouais, Nathan aussi fait des testings. Ouais, bien évidemment. Et en fait, on l'a fait en collab, donc c'est normal qu'on en parle à chaque fois ensemble. C'est bon? Écoute, je pense qu'on est bon. À bientôt sur le processus talk. N'oubliez pas les 5 étoiles, honnêtement, ça fait plaisir quand on voit ce petit chiffre qui augmente progressivement, ça veut dire que ça vous plaît. C'est un retour de l'ombre, mais c'est un retour qui fait plaisir parce qu'on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour vous, pour avoir vos retours. N'hésite pas à partager en story, ça aussi, ça fait tellement plaisir, vraiment, trop plaisir. Et le commentaire à chaque fois. Commentaire, et oui, pour ceux qui sont sur Spotify, vous pouvez commenter et répondre aux petits questionnaires, sondage, et nous mettre vos propositions en bas du pod. À très bientôt. Ciao!